Je suis sûre que tu as déjà entendu quelqu'un dire «De toute façon, je suis comme ça, c'est tout». Un peu, tu vois, comme si leur façon de ressentir les choses était une sentence définitive, une étiquette, qui était collée, sur leur front depuis la naissance et qui voulait pas du tout décoller. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on questionne ça. Parce que le «je suis comme ça», c'est peut-être vrai, mais c'est surtout très incomplet. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi quand tout part un peu en vrille autour. Moi c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Ok, on ouvre aujourd'hui un gros chapitre de la série des racines de nos mécanismes. Il s'agit d'un chapitre sur quelque chose que beaucoup de gens se demandent sans vraiment oser le formuler. Cette question, c'est pourquoi certaines émotions prennent parfois toute la place. En fait, concrètement, c'est se demander pourquoi parfois une émotion arrive et c'est comme si elle envahissait tout l'espace. Comme si tu lui avais ouvert la porte 5 minutes et que l'émotion s'était installée avec ses valises, son chat et ses 40 plantes vertes. Voilà. Ma collègue va sourire en entendant cette phrase. Elle adore les plantes. En tout cas, si on prend l'anxiété comme exemple, à la base, ton anxiété, c'est un petit canard tout mignon, tout calme. Il est là, il fait son truc, il cancane un peu, pas très fort, mais c'est normal, c'est sa nature. Sauf que le canard, quand tu le nourris avec tes pensées qui tournent en boucle, et si ça se passe mal, et si j'ai dit quelque chose de bizarre, et si, voire que tu le gaves littéralement, façon canard qui va finir en foie gras de luxe, eh bien, le petit canard devient un énorme canard. Un canard de compète. Un canard qui prend toute la place, qui cancane très fort et qui te suit partout dans ton appartement, voire dans ta vie en fait. Et franchement, ce canard, t'as pas envie de l'avoir. Bah en fait, c'est exactement la même chose avec toutes tes émotions. La tristesse, la colère, la honte, la jalousie, quand elles prennent de l'ampleur, c'est rarement un accident. Et tu vois, on peut se demander pourquoi je ressens tout aussi fort, pourquoi ça me touche autant alors que les autres semblent passer carrément au-dessus. Et bah cet épisode, il s'adresse à toi si tu te poses toutes ces questions sur toi-même. D'ailleurs, je ferai pas qu'un épisode, mais on en parle après. Il s'adresse aussi à toi si tu les poses sur quelqu'un d'autre. Un enfant qui réagit fort, qui pleure beaucoup, qui semble tout ressentir à fond et qui t'amène parfois à te demander pourquoi il est comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi? En fait, ces questions-là, elles font mal d'une façon particulière parce qu'elles portent souvent de la culpabilité avec elles. Alors, je vais te dire tout de suite, cet épisode n'est pas là pour pointer des responsabilités, il est là pour comprendre des mécanismes et comprendre, c'est déjà libérer une partie du poids. Et bon, ce chapitre, il est un peu vaste, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai décidé de le diviser en plusieurs sous-épisodes. Parce que sinon, on va tous ressortir de là avec un cerveau en compote. Et comment vous dire que c'est vraiment pas le but. Donc, dans cet épisode, on va commencer par le terrain de départ, avec la question: est-ce qu'on est différent dans notre façon de ressentir? On va donc parler de tempérament. C'est ce truc qu'on résume souvent par ouais, je suis comme ça, sans vraiment savoir d'où ça vient. Et on va voir ce que la biologie et la génétique ont vraiment à dire là-dedans. On va comprendre comment fonctionne le système nerveux autonome, qui est le chef d'orchestre silencieux de toutes tes réactions émotionnelles, et pourquoi, chez certaines personnes, la pédale de gaz est plus sensible, et pourquoi le frein met plus de temps à répondre. On va ensuite parler de haute sensibilité, ce que c'est vraiment, ce que ce n'est pas, et pourquoi autant de gens se reconnaissent dedans sans jamais avoir eu les mots pour le nommer. Et bien sûr, il y aura aussi un moment pour les parents. Tous mes auditeuristes qui sont parents, je pense que c'est important que vous compreniez le terrain de départ de votre enfant, parce que ça change radicalement le regard que vous allez poser sur ses réactions. Et ça, j'espère que ça pourra vous soulager. Et bien sûr, les prochains sous-épisodes, eux, iront chercher ce qui se passe après la naissance, et notamment dans les tout premiers mois de la vie. Mais ça, c'est pour la suite. Aujourd'hui, on commence vraiment par
les fondations. Alors, commençons par quelque chose qu'on dit rarement clairement. Avant même que l'environnement ait eu le temps de faire quoi que ce soit, avant les parents, avant l'école, avant les premières expériences qui marquent, il y a déjà quelque chose en toi, un terrain de départ. Et ce terrain-là n'est pas identique pour tout le monde. On appelle ça le tempérament. Et le tempérament, c'est pas un concept flou de développement personnel, c'est quelque chose de biologiquement réel qu'on observe dès les premières semaines de la vie. En gros, imagine une maternité, t'as 2 bébés nés le même jour dans la même chambre. Et ben, le premier, un bruit dans le couloir, une lumière qui change, une voix inconnue, il va ouvrir un œil, regarder autour de lui, se rendormir. Le deuxième, le même bruit, la même lumière, la même voix, il va sursauter, plisser les yeux, commencer à s'agiter. Même environnement, réponse complètement différente. Donc ce n'est pas que l'un est plus courageux que l'autre, ce n'est pas que l'un a de meilleurs parents, c'est leurs systèmes nerveux qui ne sont pas réglés au même niveau de sensibilité, dès le départ. Et si tu es parent, tu reconnais peut-être quelque chose là-dedans. Ce bébé qui sursaute au moindre bruit, ces enfants qui s'endorment quand le silence est total, ou à l'inverse, qui s'endort partout, dans n'importe quelle condition, sans sourciller. Ce n'est pas une question de caractère, c'était déjà une question de système nerveux. Ce réglage-là, il vient en partie de la génétique. Il y a d'ailleurs des études sur des jumeaux qui ont été faites, sur des jumeaux qui ont été élevés séparément, dans des familles différentes, des environnements différents. Et ça a montré que certaines caractéristiques émotionnelles se retrouvent de façon similaire chez des personnes qui n'ont pourtant rien partagé. Ni le même foyer, ni les mêmes expériences, ni les mêmes influences. Et donc, ça suggère qu'une partie de notre façon de ressentir les choses, on la ressent en héritage. Un peu comme la couleur des yeux, comme certaines prédispositions physiques. Pas comme une fatalité, pas comme quelque chose d'immuable, mais comme un point de départ. Et donc, ça veut aussi dire, et c'est important pour les parents qui écoutent, que le tempérament de ton enfant n'est pas le résultat de tes erreurs. Il existait avant que tu aies eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas Waouh Ce n'est pas une ardoise vierge que tu as mal remplie. C'est un terrain qui avait déjà ses caractéristiques propres dès le départ. Maintenant qu'on a posé l'idée du terrain de départ, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Parce que dire certains ont le volume plus haut, c'est une image. C'est utile. Mais concrètement, dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, il faut qu'on parle du système nerveux autonome. Alors, reste avec moi, je sais, ça sonne comme un début de cours de bio, mais promis, c'est une des choses les plus utiles que tu puisses comprendre sur toi-même et sur les gens que tu aimes. En gros, le système nerveux autonome, c'est le chef d'orchestre silencieux de ton corps. Il va tourner en arrière-plan, en permanence, sans que tu aies à y penser. Il va réguler la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion, la température. Et surtout, il pilote ta réponse au stress. Donc ce système a 2 grands modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode activation. On l'appelle le système nerveux sympathique. Ça me fait hyper rire ce nom, mais bon. C'est lui qui entre en jeu quand ton cerveau détecte quelque chose d'important, que ce soit un danger, une menace, un imprévu. Il va vraiment préparer ton corps à agir. Il accélère le cœur, dilate tes pupilles, envoie du sang vers les muscles. C'est le mode « Ok, quelque chose se passe, tiens-toi prêt ». Le deuxième, c'est le mode de récupération, le système nerveux parasympathique. C'est lui qui prend le relais une fois le danger passé. Il va ralentir le cœur, détendre les muscles, relancer la digestion, c'est le mode « c'est bon, tu peux souffler ». Et ces 2 systèmes fonctionnent un peu comme des pédales d'une voiture. T'as la pédale de gaz, c'est le sympathique, elle t'active, elle te propulse. La pédale de frein, c'est le parasympathique, elle te ramène au calme. Dans l'idéal, les 2 fonctionnent en alternance fluide. Tu rencontres un stress, la pédale de gaz s'enclenche, le stress passe, le frein prend le relais. Tu reviens à l'équilibre. Sauf que chez certaines personnes, ce système est réglé différemment. La pédale de gaz est beaucoup plus sensible, donc la moindre pression suffit à faire monter le régime moteur. Un regard qui semble froid, un message sans réponse, un imprévu dans la journée, un ton de voix un peu sec, des choses que d'autres personnes vont filtrer sans même les conscientiser, et qui, chez ces personnes-là, déclenchent une réponse vraiment
physiologiques, quoi. Physiologiques, réels. Et ils vont avoir le cœur qui s'accélère, les épaules qui remontent, la mâchoire qui se serre, les pensées qui s'emballent. Et la pédale de frein, elle, met un peu de temps à répondre. Donc le retour au calme est lent, parfois très lent, parfois épuisant. Donc ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas arrête de te mettre dans tous ces états, ce n'est pas tu dramatises, c'est mécanique, c'est physiologique. La voiture a été construite comme ça. Et ça a des conséquences concrètes dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que certaines personnes vivent avec un niveau de base d'activation plus élevé que la moyenne. Comme si leur moteur tournait toujours un peu plus haut que nécessaire, même au repos. C'est ce qu'on appelle parfois l'hyperactivation du système nerveux. Et quand on vit comme ça, les émotions montent plus vite, plus fort, et elles redescendent plus lentement. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la physiologie. Et pour les parents qui écoutent, cette image-là de la pédale de gaz, elle vaut autant pour toi que pour ton enfant. Parce qu'un enfant qui s'effondre pour un crayon cassé, qui explose pour un non, qui met 1 heure à se calmer après une contrariété qui semble minime, cet enfant a peut-être une pédale de gaz très sensible et son système nerveux vient de faire exactement ce pourquoi il est conçu. Il a détecté quelque chose d'important, il a réagi. Donc le problème, c'est pas la réaction, c'est qu'on lui demande souvent de ne pas avoir cette réaction, de se calmer plus vite, de relativiser, de faire comme si. Mais on ne dit pas à une voiture dont l'accélérateur est sensible de faire l'effort pour l'être moins. On adapte la façon dont on conduit. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à explorer ensemble dans cette série. Parce qu'il y a quelque chose qui va souvent de pair avec ce qu'on vient de voir, et c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, parfois en bien, parfois n'importe comment. Alors j'aimerais qu'on pose ça clairement. C'est la haute sensibilité, ou l'hypersensibilité. Donc commençons par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un synonyme d'anxiété, de dépression ou de fragilité psychologique. Et ce n'est pas non plus une personnalité qu'on se choisit ou une tendance Instagram. C'est vraiment un trait neurologique, une façon dont le cerveau traite l'information. Le cerveau reçoit en permanence une quantité astronomique de données, que ce soit les sons, les lumières, les textures, les odeurs, les températures, les micro-expressions de visage autour de nous, les atmosphères, les tensions non dites. Et en fait, avant qu'on en soit conscient, notre cerveau, il fait un tri. Il décide ce qui mérite l'attention, ce qui peut être mis de côté, ce qui est neutre, ce qui est important. Sauf que ce filtre n'est pas réglé au même niveau chez tout le monde. Et chez les personnes hautement sensibles, on estime qu'elles représentent entre 15 et 20% de la population. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Et chez ces personnes-là, ce filtre est moins sélectif. C'est-à-dire que le cerveau laisse passer plus d'informations. Il traite plus de détails, plus de nuances, plus de signaux faibles, plus de tout en fait en même temps. Je sais pas comment te faire imaginer ça, mais c'est un peu comme si tout le monde regardait la même scène. La plupart des gens voient l'essentiel, donc les grandes lignes, les éléments importants. Les personnes hautement sensibles, elles voient aussi les détails en arrière-plan. La micro-expression fugace sur le visage de quelqu'un, la légère tension dans la voix, le sous-texte dans une phrase anodine, le changement d'ambiance dans une pièce avant que quiconque ait dit quoi que ce soit. Donc c'est une capacité extraordinaire, parce qu'ils vont avoir une empathie beaucoup plus fine, une créativité plus riche, une profondeur de traitement qui permet de percevoir des choses que beaucoup manquent. Mais c'est aussi, quand l'environnement est trop stimulant ou trop imprévisible, une source de surcharge réelle. Tu vois, c'est un peu comme si tout le monde regardait le même film, mais que certains le regardaient avec les sous-titres, le son à fond, la luminosité au maximum, et une analyse en temps réel de chaque plan. Donc le film est le même, l'expérience, elle, est radicalement différente. Donc cette surcharge-là, ça ressemble à quoi concrètement ? C'est cette fatigue qui arrive après une journée pourtant normale, un besoin de silence, de solitude, de décompression après avoir été entouré, une difficulté à faire abstraction du bruit ambiant sans que tu essaies de te concentrer. C'est vraiment cette façon d'être profondément affecté par des images, des musiques, des histoires, même fictives.
Et c'est cette capacité à sentir que quelque chose ne va pas chez quelqu'un avant même qu'il l'ait dit. Et aussi à ces émotions qui peuvent sembler disproportionnées à ceux qui ne fonctionnent pas comme ça. Pas parce qu'elles le sont, mais parce qu'elles répondent à des signaux que les autres n'ont tout simplement pas captés. D'ailleurs, fait intéressant, et je trouve ça super beau, ce trait se retrouve chez de nombreuses espèces animales, pas seulement chez l'humain. Donc ce n'est pas un bug de l'évolution, c'est une stratégie. En gros, dans un groupe, avoir des individus qui détectent les signaux faibles, qui perçoivent les dangers avant les autres, qui traitent l'information avec plus de profondeur, c'est un vrai avantage collectif. Donc ce n'est pas une faiblesse déguisée, c'est une force mal comprise. Et pour les parents, coucou, je le pense toujours à vous, si tu reconnais ton enfant dans ce que je viens de te décrire, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Parce qu'en fait, l'enfant qui pleure parce que l'étiquette de son t-shirt le gratte, qui est épuisé après une journée d'école alors que les autres semblent encore avoir l'énergie, une énergie de malade, quoi, qui ressent la tension entre ses parents avant même qu'un mot n'ait été échangé, qui est submergé dans des environnements bruyants ou très stimulants, cet enfant ne fait pas de caprice. Il ne cherche pas à manipuler, il ne manque pas de caractère. Il traite le monde avec une résolution beaucoup plus haute que la moyenne. Et ça demande plus d'énergie, beaucoup plus, tout le temps. Ce que cet enfant a besoin d'entendre, c'est pas forcément avec des mots, mais avec la façon dont on le perçoit. C'est « je vois que c'est beaucoup pour toi, c'est normal, tu n'es pas trop », pas « arrête », pas « c'est rien », pas « tu exagères ». Parce qu'en fait, ces phrases-là, répétées, finissent par devenir une conviction. Et cette conviction, le « je suis trop »,« je ressens trop fort »,« il y a quelque chose qui cloche en moi », c'est exactement ce genre de choses qu'on vient de déconstruire dans ce podcast, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode ? On retient que la question « pourquoi je ressens tout aussi fort ?» ou « pourquoi mon enfant réagit aussi fort ?» a une première réponse. Une réponse qui ne pointe personne du doigt, parce qu'en fait, certains d'entre nous sont nés avec un système nerveux plus réactif, une pédale de gaz plus sensible, un filtre sensoriel qui laisse passer plus d'informations, un volume intérieur réglé plus haut que la moyenne. Ce n'est donc pas un défaut, ce n'est pas une erreur de fabrication, ce n'est pas une faute de quelqu'un. Comme une voiture, c'est un modèle particulier, c'est un point de départ. Et comprendre son point de départ, ou celui de l'enfant qu'on accompagne, c'est déjà poser un regard radicalement différent sur des réactions qu'on jugeait sans jamais vraiment les comprendre. Tu sais, tous les « tu es trop sensible, tu exagères, arrête de tout prendre à cœur », des phrases qu'énormément de personnes ont entendues, des phrases qui ne décrivent pas un défaut, qui décrivent un trait qui, bien compris et bien accompagné, peut devenir une vraie force. Parce qu'en fait, une voiture, on s'adapte à elle. Alors pourquoi on ferait pas pareil avec nos systèmes ? Et pour ça encore, faut-il arrêter de le traiter comme un problème à corriger. Et ça, c'est déjà un début. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. Si tu t'es reconnu aujourd'hui ou si tu as reconnu quelqu'un que tu aimes, j'espère que ça t'a apporté un peu plus de douceur dans le regard que tu portes sur toi ou sur lui, elle, eux. Parce que comprendre d'où on vient, c'est toujours plus utile que de se demander pourquoi on n'arrive pas à être autrement. Et dans le prochain épisode, on va aller chercher quelque chose d'encore plus précoce. On va parler des tout premiers mois de ta vie, de la vie en général. Ces mois dont personne ne se souvient consciemment et qui pourtant construisent les premières fondations de ce qu'on va appeler la sécurité intérieure. On va voir comment le cerveau d'un bébé apprend à réguler ses émotions, pas tout seul, grâce à quelqu'un. Et on va parler d'un mécanisme que je trouve personnellement fascinant qui s'appelle la co-régulation émotionnelle. C'est cette façon dont le calme se transmet littéralement d'un système nerveux à un autre. Et petit spoiler, c'est là que beaucoup de choses se jouent pour toi en tant qu'adulte et pour toi en tant que parent. Voilà. Donc on se retrouve lundi prochain pour parler de ça. Et en tout cas, si cet épisode, celui d'aujourd'hui, t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Et si tu veux continuer à m'écouter, tu peux me trouver sur les réseaux sociaux. J'ai mis les liens dans la description normalement. Et surtout, très important, le plus important de l'épisode, prends soin de toi. Vraiment. À très vite dans Déblocage intérieur. Je t'embrasse. Des bisous.